Bonjour Anthony, bonjour Léo. Je ne sais pas si Sarah est connectée avec nous, mais bonjour Sarah si elle nous entend. Et merci à tous les deux et à tous les trois. Bonjour Sarah, Bonjour. est-ce que vous nous entendez? Très très bien. Parfait. Merci d'être avec nous, même si on aurait préféré vous avoir à Marseille. Mais merci en tout cas d'être là. Alors depuis ce matin, on parle de relier les mondes, relier les peuples, relier les rives de la Méditerranée. Est-ce qu'on informe différemment que l'on soit en Tunisie, à Beyrouth, à Paris ou à Marseille? Il y a 10 ans, Intifada naissait dans une période particulière. Sarah, vous allez nous raconter. Intifada, la révolution par l'encre, avec la volonté d'avoir un journalisme à la fois innovant et factuel. Est-ce que vous pouvez très rapidement nous raconter la démarche qui vous a amené à cette création? Alors effectivement, Intifada a été créée en 2014 et est née aussi d'un besoin de travailler sur les faits plus que sur l'opinion. Surtout après la Révolution, il y avait quand même un engouement euh, sur le politique, puisque effectivement on était un peu en sévrage pendant plus de 40 ans. Et c'est vrai on a pu pousser en tout cas beaucoup de chroniqueurs et beaucoup d'opinions et de bias, etc. Et c'est pour cela, effectivement, que on a plutôt choisi, on va dire, l'école anglo-saxonne. Alors, je ne sais pas s'il y a un écho ou je. Non, on vous entend bien. Bah, très bien. Du coup, voilà, l'école anglo-saxonne, c'est-à-dire séparer les faits du commentaire. Et puis, c'est vrai que notre seul point où on fait un édito, c'est un podcast qu'on appelle Ink Talk et où on fait très très attention aussi à la manière dont on traite les sujets, les intervenants, les experts qu'on ramène, et puis surtout notre directeur, du coup, notre fondateur Malek Radaoui qui est là aussi avec moi et d'autres intervenants pour commenter ce qui se passe, le moment culminant du mois. Et, euh, et, euh, et effectivement, on passe aussi par beaucoup de recherches hein, avant de passer devant le micro. Absolument, merci Sarah. On va revenir sur ce côté donner de l'information et donner de la data également, mais peut-être le côté géopolitique qui amène à la création, Anthony. Lorient Le Jour est, j'allais dire, est né, en tout cas l'Union est née il y a à peu près 50 ans, en 1971. Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui parce que pour l'Orient, c'est une année très particulière pour deux raisons. La première, c'est lié à la guerre à Gaza qui s'est étendue au Liban dès le 8 octobre quand le Hezbollah a décidé d'ouvrir un front de soutien. Et donc on vit depuis 9 mois avec l'angoisse permanente que cette guerre devienne totale, que Beyrouth ressemble demain à Gaza. Et la deuxième, c'est une belle nouvelle, très belle nouvelle pour nous, c'est que nous fêtons cette année notre centenaire. Donc nous sommes le plus vieux journal du Liban. Merci. C'est un joli message d'espoir. Bien sûr, nous sommes le plus vieux journal du Liban, l'un des plus vieux de la région. Et L'Orient le Jour, c'est le fruit d'une double histoire. Une histoire arabe, celle de la Narda, qui a eu lieu en Égypte à la fin du 19e siècle, qui était une émulation intellectuelle qui a permis à de nombreux intellectuels, journalistes d'émerger, et une histoire franco-libanaise avec le mandat, puisque L'Orient le Jour naît en 1924, soit 4 ans après la création du Grand Liban et 4 ans après le début du mandat français. Pareil, la Marseillaise née il y a 80 ans. C'est une année 2024, une année d'anniversaire. En Et aussi effet. dans un contexte particulier. Oui, oui, c'est une année d'anniversaire. D'abord, merci pour cette invitation confraternelle à laquelle je réponds très volontiers. Je voudrais dire évidemment que nous sommes très fiers de cet anniversaire, de ces 80 ans, parce que cet anniversaire nous ancre dans cette histoire qui est celle de la Seconde Guerre mondiale et de la résistance. Et effectivement, lorsque nos fondateurs décident eh bien, de prendre de l'encre et du papier, l'ensemble des journaux de notre région, de notre pays, ont failli. Ceux qui continuent d'exister ne font plus que relayer la propagande de l'occupant nazi et de ses complices de Vichy. Et donc, ils ont pris le risque de leur vie pour créer ce journal, diffuser de l'information, et notamment l'information de l'évolution de la guerre, avec un appel très clair
au soulèvement, à la résistance pendant des mois et des mois jusqu'au 24 août 1944 où à Marseille, nos fondateurs ont pris d'assaut le bâtiment qui était occupé par Le Petit Marseillais, un journal collaborationniste, et que nous occupons toujours aujourd'hui. Que des messages d'espoir, ça prouve que 100 ans, 80 ans ou même 10 ans, la presse a de l'avenir. Alors c'est vrai qu'on n'appelait peut-être pas le mot innovation hein, il y a 80 ans. Néanmoins, ce que l'on a tous en commun, c'est... parce que la tribune aussi est aussi implantée sur les rives de la Méditerranée, et nous avons également la tribune Afrique, c'est comment est-ce qu'on parle à la diaspora. Sarah peut-être, Alors, et puis après Anthony. Non, allez-y, Anthony. Elle est gentille. Allez-y, Anthony. Alors, pour nous, c'est un enjeu clé parce que 80% de notre audience se situe en dehors du Liban. Et donc, on doit s'adresser autant aux Libanais de Paris, d'Afrique, du Canada, d'Australie, etc. Donc, et chacune de ces diasporas veut généralement deux choses. D'une part, des nouvelles concernant le Liban, mais des nouvelles plus ou moins proches en fonction de la relation qu'ils ont avec le Liban, et des nouvelles de la vie de la communauté libanaise dans l'endroit dans lequel ils vivent. Donc c'est une double mission pour nous. Une double audience. Une double audience, et on essaye vraiment d'y répondre au mieux. Sarah? Non, je rejoins tout à fait Anthony. Alors moi, j'ai fait partie de cette diaspora pendant 11 ans, donc j'ai vécu à Paris. Et c'est vrai que pour m'informer, j'allais directement sur les médias tunisiens, vu que je maîtrise la langue, parce que c'est pas tout le temps, voilà, c'est pas quelque chose qu'on partage tous, hein, la diaspora, comme justement la jeunesse, on n'est pas un corps homogène. Et selon le pays dans lequel nous vivons, ou selon aussi les langues qu'on maîtrise. Alors, Intifada, on est un média francophone, on traduit aussi nos plus grandes enquêtes et nos plus grands reportages en arabe pour les arabophones, mais aussi des productions qu'on traduit aussi en anglais. Mais c'est vrai que finalement, je pense que notre cible, elle est attirée par le contenu, par le sujet, et puis effectivement, et là on va revenir à la base, c'est-à-dire que dans le journalisme, la règle c'est le mort kilomètre, c'est-à-dire plus c'est loin, plus les gens sont désintéressés de ce propos ou de l'événement qu'on couvre. Et c'est vrai que quelque part, quand on fait partie de la diaspora, quand on aborde un sujet qui relève de notre pays d'origine ou le pays d'origine de nos parents, etc., il y a quelque chose de très sentimental qui se met en mouvement comme ça et automatiquement, on est là, on est présent et on suit. Nous l'avons vécu pendant la Révolution, nous continuons aujourd'hui à le vivre avec le contexte politique, mais l'intérêt est là et heureusement d'ailleurs. Léo? Oui, nous parlons aux diasporas parce que les diasporas qui sont présentes dans le sud de la France, à Marseille singulièrement, donc on pourrait... C'est plus compliqué. Oui, mais pas tant que ça, parce qu'on pourrait les énumérer, mais ça va d'ailleurs au-delà des simples rives de la Méditerranée, hein. On donne très souvent la parole, notamment aux Kurdes de Marseille, qui se mobilisent beaucoup en écho aux atrocités qu'ils subissent au Moyen-Orient. Mais plus anciennement, on a eu des rubriques qui donnaient la parole aux Arméniens, on appelait ça Papier d'Arménie. Plus près de nous, y compris à l'intérieur même de la France, une rubrique Calistée la Marseillaise, consacrée aux Corses du continent. Et puis, évidemment, à l'occasion des printemps arabes et tout particulièrement du Hirak en Algérie, nous avons une page quotidienne qui donnait la parole aux Algériens des deux rives et qui faisait suite à la publication dans la Marseillaise d'un appel des deux rives qui appelait justement, avec des personnalités des deux rives, à réussir la transition démocratique en Algérie. Et on a concrétisé ça tout au long de, je crois, 2 ans, ça a duré, avec toute l'actualité et aussi des débats physiques qui se sont tenus à notre journal avec des confrères algériens qui d'ailleurs et malheureusement n'ont plus de leur titre, leurs journaux aujourd'hui pour ceux qui avaient participé à ces rencontres.
Peut-être une question qu'a soulevée Sarah, sans le dire vraiment, mais Sarah disait une partie de nos grandes enquêtes sont traduites en arabe. Est-ce que de parler Ah, anglais ou de parler d'autres langues, c'est important pour justement s'adresser à l'ensemble de la diaspora? Ah, moi, j'en suis convaincu. Je suis convaincu que l'avenir de nos médias, c'est le plurilinguisme. D'ailleurs, l'intelligence artificielle, on en parlait tout à l'heure, mais va peut-être nous permettre d'accélérer ça. À Lorient le Jour, on a lancé une version anglaise, Lorient Today, depuis 4 ans maintenant. Et on espère pouvoir, après il y a d'autres enjeux, il y a des enjeux politiques derrière l'arabe, mais on espère un jour pouvoir lancer aussi une version arabe. Oui, Léo. Oui, c'est une question moi qui me passionne. Je pourrais en parler des heures. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vais vite. Mais j'ai commencé à travailler dans le journalisme au Maroc, dans un journal francophone. Et il y a, je crois, à travailler la question de la francophonie, hein, parce que même si le plurilinguisme est très important, la francophonie, c'est aussi quelque chose qui relie les rives de la Méditerranée, y compris dans la façon dont on aborde les sujets. C'est-à-dire que ça a une incidence que l'on traite un sujet dans une langue ou dans une autre. Et donc, je crois que c'est très important. Et pour revenir à la question kurde, nous avons, pendant toute la bataille de Kobané, publié des messages de solidarité de nos lecteurs en arabe, en kurde, en turc et en français dans nos pages. Je vois derrière moi Sarah qui hoche la tête. Vous êtes d'accord? Il y aurait d'autres envies sur les traductions des grandes enquêtes? Autre que moi. Alors oui, non, je suis plutôt rassurée par l'IA principalement parce que effectivement c'est de la logistique hein, de traduire les choses, de traduire du contenu, notamment en vidéo, en podcast. Nous avons des podcasts d'1 heure. Parfois c'est très compliqué, et donc effectivement l'intelligence artificielle nous aide beaucoup là-dessus. En tout cas, elle nous aidera certainement dans l'avenir proche. Et puis de l'autre côté, je rejoins aussi Léo parce que traiter un sujet dans une langue, c'est aussi traiter un sujet culturellement. Il y a une vision qui est là, il y a des codes culturels qu'il faut savoir maîtriser. C'est-à-dire demain, moi je connais un peu, enfin je connais bien l'Europe, mais je ne m'aventurerai pas à écrire en anglais. Enfin, ça sera plus difficile pour moi que de le faire en français ou en italien parce que effectivement c'est des codes culturels et là on est complètement d'accord là-dessus. Léo, vous voulez rajouter quelque chose? Non, non, mais je suis entièrement d'accord. J'ai même écrit un mémoire sur ce sujet. Alors, du coup, mémoire, IA, data, finalement, ça fait aussi partie des business models. On a évoqué hein, déjà depuis ce matin la diversification des business models et comment les médias peuvent arriver à une certaine rentabilité, en tout cas à un équilibre. Tout change. Comment est-ce qu'on arrive? On part évidemment d'une idée. Vous êtes tous les journaux qui sont ici représentés sont partis avec une volonté de donner de l'information. Aujourd'hui, on donne de l'information de plein de façons différentes. Il y a le papier, il y a les podcasts, Sarah vient de l'évoquer. Il y a les cartes aussi. Et sur ce sujet-là, Inkifada est très riche. Mais aujourd'hui, sur la diversification de l'accès à l'information, il y a aussi les plateformes, hein, TikTok, YouTube. Comment est-ce que tout ça s'inscrit dans un business model? Anthony, peut-être? Moi, depuis ce matin, je me fais la réflexion, finalement, tous les enjeux dont on parle, la polarisation politique, les fake news, l'effondrement du modèle publicitaire, on vit ça au Liban, mais on vit ça fois 10. Donc, on est dans un contexte où on n'a plus du tout de revenus publicitaires, où quasiment aucun média ne dépend pas directement d'un parti politique. On est l'un des rares médias à être vraiment indépendant à ce niveau-là. Et on a essayé de se réinventer via le modèle d'abonnement, je pense comme la plupart des médias ici. Et on se rend compte, comme la plupart des médias ici, que ça ne suffit pas, qu'il va falloir se diversifier. Et toutes ces plateformes et toutes ces possibilités de diversification, à travers les partenariats, à travers les grants, à travers peut-être l'événementiel, sont peut-être la seule voie pour nous permettre d'avoir à terme un modèle rentable ou à l'équilibre. Sarah, vous avez vous êtes beaucoup de data, vous avez même Inkilab. Vous pourriez nous parler d'Inkilab? Oui, oui, je vais vous parler d'Inkilab. Alors c'est vrai que dès le départ, le souci du financement a été posé sur la table, surtout quand on se dans un média indépendant, ce qui fait qu'on ne peut pas être un média commercial. Et donc, les pubs, c'est pas. Voilà, on sait que déjà, il y a des problèmes. Et je rejoins
là-dessus, surtout en Tunisie. Alors là, le marché est tout petit, donc ils vont plutôt vers les médias mainstream ou influenceurs aujourd'hui. Et puis le modèle abonnement, sincèrement, ça a prouvé quand même son échec, même si à Mediapart, ça continue C'est vrai. à marcher. Et justement, là, pour les levées de fonds, moi, c'est ce qui m'a intéressé le plus chez Mediapart notamment, c'est le fait qu'ils ont réussi à lever des fonds pour produire un documentaire d'intérêt public, notamment le documentaire sur Sarkozy. Là, effectivement, c'est très intéressant pour voir que finalement, si le rendu final ou le sujet intéresse la niche, notre public cible, et ben peut-être il pourrait se mobiliser. Euh, Nous, notre business model, voilà, il repose sur les bailleurs de fonds. C'est vrai que ça fait partie aussi d'une grande partie de notre financement. Et puis de l'autre côté, nous avons, parce que il faut savoir que Inkifada a été cofondé par des graphistes, des développeurs, des personnes qui maîtrisent la technique, ce qui fait que dès le départ, nous avons pensé à ce projet qui s'appelle Inkilab. Inkilab, c'est des développeurs. Donc on a tout dans l'open space, nous avons une partie où les développeurs développent des solutions, mais aussi développent des solutions qui sont orientées vers les médias. Et nous sommes à Inkifada, leur client. Nous avons développé un projet qui s'appelle Indepth, qui recense, centralise la data sur les réseaux sociaux, sur le podcast notamment, etc., qui nous permet d'analyser ces datas-là. Alors effectivement, euh, le projet en ce moment est en évolution et ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut laisser aussi le Le temps temps au de projet récolter la pour qu'il se data. développe, pour qu'il puisse scaler à l'échelle internationale et aussi pour qu'il puisse aussi être testé par d'autres médias. Léo, c'est un modèle qui pourrait être dupliqué par la Marseillaise. C'est intéressant d'avoir des scientifiques, d'avoir des développeurs au sein d'une rédaction. Oui, absolument. On a expérimenté ces choses-là aussi, notamment lors de l'effondrement des bâtiments rue d'Aubagne, qui a fait beaucoup de bruit, évidemment, parce que ça a été une onde de choc à Marseille et dans tout le pays. On a organisé dans la salle de nos rotatives un hackathon avec de très nombreux hackers qui ont passé du temps pour trouver des solutions sur l'habitat indigne, des solutions solidaires souvent. Et, euh, et pour nous qui sommes un très vieux journal, c'était évidemment très neuf. Et je voudrais dire que ça a été une belle expérience. On la renouvelle autour de la question des écoles à Marseille, qui est aussi assez problématique. Et puis, ça a été une période qui nous a permis de nous mettre en relation différemment avec nos lecteurs, notamment en lançant un hashtag sur les réseaux sociaux qui était Balance ton taudis. Au début, on ne savait pas si ça allait fonctionner. On s'est dit que on voulait renverser la honte, comme pour Balance ton porc, parce que les personnes qui étaient victimes d'habitat indigne étaient elles-mêmes honteuses, alors que ce sont leurs propriétaires qui auraient dû avoir honte. Et il y a eu comme ça des milliers et des milliers de Marseillais qui ont répondu à cette campagne, qui a abouti à plus de 3000 délogements. C'est-à-dire que ce n'était pas juste des plaintes injustifiées, c'était des personnes qui risquaient leur vie en restant dans des logements si dégradés. Et donc ça, c'est du journalisme assez nouveau et qui utilise les moyens modernes. Voilà, c'est pas forcément une source de financement. On n'a pas mais, dit ça, effectivement. C'est une façon d'informer. mais on y reviendra peut-être sur l'événementiel. Absolument, bien sûr. On va revenir sur la diversification du business model, mais peut-être je voudrais réentendre Anthony sur avoir des développeurs. L'IA, on l'a entendu dans la table ronde précédente, mais sur avoir des développeurs, avoir justement ce rôle un peu plus, j'allais dire, social, sociétal, c'est aussi quelque chose qui peut être, C'est qui essentiel. permet d'attirer le lecteur. Oh, c'est clairement essentiel. Après, c'est difficile quand on a une petite structure. C'est des choses que peuvent se permettre les grands médias qui ont des centaines de journalistes, qui peuvent intégrer 10, 15, 20 développeurs. Nous, à notre échelle, si on en a un, deux, c'est déjà beaucoup. Avec un ou deux, on ne fait pas grand-chose, donc on est obligé de beaucoup externaliser. Donc, c'est vrai qu'on est un peu à un moment où on se dit, on est
pas assez gros pour pouvoir faire certaines choses qui paraissent indispensables dans le métier. Mais pas suffisamment petit pour faire des choses bien aussi. Tout à fait. Peut-être sur la diversification du business model, on a évoqué l'événementiel. Bon, la Marseillaise est connue pour la Marseillaise à pétanque. C'est en ce moment en plus. La finale, c'était hier. Donc voilà, je vous ai apporté la une. Effectivement, ça fait 63 éditions, la Marseillaise à pétanque. Donc ça fait très longtemps que la Marseillaise s'appuie sur l'événementiel. Vous étiez précurseur parce que l'événementiel et la presse, c'est Exactement. finalement assez Assez nouveau. récent, ouais, tout à fait. Donc c'est notre événement le plus connu, qui est le plus important. C'est le premier événement sportif du sud de la France. On en est très fiers. Mais on a aussi le Grand Prix cycliste de Marseille, la Marseillaise. On a lancé récemment une épreuve qu'on appelle la Marseillaise Breaking Cup autour du breakdance avec les jeunes Mais c'est sans fin, vous allez dans les décliner. quartiers, voilà. Et puis depuis très longtemps aussi, on donne de la joie l'été dans les villes et villages avec la tournée d'été La Marseillaise. C'est un moyen de promouvoir à la fois notre titre et puis bien sûr c'est une ressource financière pour pouvoir appuyer notre développement. Sarah, la ressource financière en passant par l'événementiel, alors je ne sais pas comment une Kifada peut le faire ou imagine le faire, mais est-ce que vous le... Alors, il faut savoir que peut-être, nous, on l'a pas encore fait, sincèrement. Mais c'est vrai qu'on réfléchit, parce que nous étions quand même la première plateforme de podcast en Tunisie qui centralise, qui prend aussi des piges en termes de podcasts, de documentaires sonores en 2021. Nous réfléchissons réellement à décliner, comme l'a fait par exemple Binge Audio, en déclinant les podcasts en livres ou faire peut-être des masterclass, etc. Et on réfléchit principalement à lancer ça à la rentrée, parce que nous avons fêté en juin nos 10 ans à Inky, mais c'est vrai qu'en septembre, on voudrait décliner cette campagne digitale qu'on avait un petit peu menée sur une semaine en événement réel. Et voilà, on est en train de réfléchir comment est-ce que on va s'organiser, mettre en valeur surtout ce qui nous démarque aussi du marché, c'est-à-dire nos articles interactifs, notre graphisme, etc. Toute cette diversification, c'est finalement aussi peut-être, alors sans déflorer le sujet qui sera le thème de la table ronde qui va suivre, mais comment est-ce qu'on parle aux jeunes? Les jeunes se désintéressent de la presse, j'allais dire, classique. Est-ce que les podcasts, l'événementiel, parler du breakdance, c'est aussi parler à une jeunesse et finalement l'attirer à l'information? Oui, tout à fait. On a d'ailleurs choisi de faire ce nouvel événement pour s'adresser prioritairement aux jeunes. Et il est évident qu'ils sont plus présents sur les réseaux sociaux que dans les kiosques à journaux. Pour autant, on déploie aussi beaucoup d'énergie pour transmettre la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, donc comme je vous l'ai expliqué, et pour transmettre aussi des repères pour reconnaître les fake news. Et donc l'éducation aux médias nous paraît essentielle. On reçoit beaucoup d'enfants, d'adolescents qui assistent à nos conférences de rédaction, qui discutent ensuite avec moi, qui visitent le journal et qui ressortent de là avec quelques repères pour ne pas être complètement submergé par les fake news et les réseaux sociaux. Mais je pense qu'au-delà de l'éducation, il faudra quand même réfléchir à une réglementation qui responsabilise les propriétaires de réseaux sociaux et surtout également les grandes majors qui on l'a évoqué tout à l'heure, capte beaucoup de ressources publicitaires à partir des informations qui sont produites par chacun de nos titres sans leur reverser grand-chose. Absolument. Anthony, je voyais hocher de la tête sur éduquer à l'information. Non, je C'est trouvais que indispensable. c'était une bonne idée. Je me disais que ce serait bien de le faire à la rédaction. Mais j'ai le sentiment que, bon, c'est clair que les jeunes ne lisent pas. Soit on se dit, on peut rien y faire et dans 20 ans, 30 ans, la presse écrite va disparaître ou en tout cas va devenir quelque chose qui a extrêmement peu d'influence. Soit on parle leur langage, on va là où les jeunes vont, on essaye de les chercher un à un, mais ça va être extrêmement long et ça demande quand même de se réinventer quasiment au quotidien. Sarah, quand on crée une Kifada et qu'il y a cette volonté de justement être pas dans un journalisme d'opinion, mais il y a aussi, on en a parlé de diaspora tout à l'heure, il y a une transmission aussi historique. Finalement, il y a de l'histoire à laisser en trace aux plus jeunes. Oui.
Il est très sombre, Anthony, quand il nous dit la presse écrite va disparaître. Espérons que ça ne va pas disparaître. Moi, je suis je crois énormément à l'écrit. Je pense que tout format, je suis plutôt vidéo, hein, je suis reporter vidéo, et donc tout format commence par l'écrit, que ce soit un podcast, que ce soit une vidéo. Alors c'est vrai qu'ils ne lisent pas des papiers qui font 15 pages, mais on lit énormément quand même sur les réseaux sociaux. Et pour capter la jeunesse, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, tout à l'heure, on avait parlé du code d'écriture. Alors, il y a des médias qui ont réussi à le faire en vidéo, c'est-à-dire Blast, Mediapart, Le Monde, qui ont sorti dernièrement, genre avant-hier, une vidéo sur Cyril Hanouna, la nouvelle émission de Cyril Hanouna avec du média monitoring qui était intéressant d'un point de vue éditorial et visuel. Il y a Blast aussi qui font du bon boulot. Combini. Alors, il faut savoir que moi, je suis une ancienne de Brut. Et je trouve que Combini, c'est plus jeune que Brut. Manière de présenter les choses. Alors, les jeunes ne sont pas tous encore homogènes comme ça, ils sont tous similaires, ils pensent tous de la même manière, etc. C'est juste qu'il faudrait capter leur attention. Alors moi, je vois, j'ai fait une petite expérience entre moi et mon père. Nous avons plus de 35 ans d'expérience, de différence d'âge, pardon. Je vous raconte un peu ma life, mais c'est vrai que mon père, par exemple, il a très peu d'attention par rapport à moi. Moi, je lis énormément, alors que mon père est en train de scroller sur son téléphone. Donc, ça veut rien dire, en fait. C'est juste que même nous, on s'ennuie sur des formats. Voilà, on est en train de regarder une vidéo où il y a un plan fixe comme ça pendant 2 heures. Mais ça nous arrive à tous, en fait. Et moi, par exemple, je suis une habituée des podcasts de France Culture depuis mon jeune âge. Et les podcasts de France Culture, c'est 52 minutes. Alors, il y a des tentatives qui ont été faites au niveau d'Europe 1 sur des podcasts qui portent sur l'histoire avec Jean Descartes, si je me rappelle bien. Et Jean Descartes, il avait compris. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un format long, mais aussi il fait un teaser de 2 minutes où il fait un petit synopsis et il vous dit à la fin, si ça vous intéresse, bah allez consommer le format lent. Et c'est un peu la direction qu'on prend dans les médias. Nous, à Inky, plus principalement, on est en train de décliner nos grandes enquêtes en vidéo, plus c'est vrai qu'à un moment donné, on a fait des Inky Stories, et le principe, c'est quoi? C'est que on décline nos articles en voix off. Donc, il y a une voix qui lit les articles, donc on les décline un peu en podcast. Ça permet aussi aux gens qui ne lisent pas d'écouter, et deux, ça permet aussi aux gens qui ne peuvent pas lire d'écouter. Pour ce témoignage. Et juste, je sais que le temps nous est compté, mais il y a quand même aussi une solidarité entre médias de la Méditerranée. Et je voudrais, Léo, que tu nous montres. Oui. Parce que entre l'Orient le Jour et la Marseillaise, il y a eu de la solidarité entre rives. En fait, je suis très heureux de rencontrer Anthony en vrai, parce que lorsqu'il y a eu l'explosion, lorsqu'il y a eu l'explosion du port de Beyrouth, L'Orient le Jour avait lancé une initiative de solidarité. Moi, quand on dit est-ce qu'on va disparaître, je pense qu'on ne disparaîtra pas si on est utile. On est utile pour l'information, on est utile pour la population. Et donc cette initiative a été très belle. Et nous, la Marseillaise, on avait contacté tout de suite L'Orient le Jour pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, est-ce qu'on peut relayer votre initiative. Et nous l'avions fait. Donc j'ai imprimé cette feuille qui donc Anthony repart avec des idées et un super cadeau. Merci à tous les trois en tout cas pour ce partage. Merci. Merci à vous.